monde. Donc, bienvenue à la web radio de Condo Légal. Donc, aujourd'hui, en ce 2 mars, notre thème et notre sujet sont les petites copropriétés. Quelles sont les règles? Alors, on parle ce soir des petites copropriétés. On va vous dire c'est quoi une petite copropriété. Et ce soir, j'ai l'immense honneur d'être entourée d'avocats très reconnus dans la copropriété. Donc, je me présente, Valérie Couture, condo-stratégiste, votre animatrice encore ce soir. Je suis accompagnée de Maître Ghislain Raymond de chez Deveau Avocats. Bonsoir, Maître Raymond. Bonsoir, Madame Couture. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Nous sommes accompagnés aussi d'un avocat qui mérite une présentation parce que très peu de personnes le connaissent, Maître Yves Jolicoeur. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, Madame Couture. Merci d'avoir replacé les choses en perspective. C'est ça, connu partout à travers le Québec, donc Maître Jolicoeur, et aussi de la firme Deveau Avocats, Maître Maxime Renaud. Bonsoir, Maître Renaud. Bonsoir, Madame Couture. Merci de l'invitation. Bien, merci à vous tous d'être là ce soir. Donc, d'entrée de jeu, la web radio ce soir, elle est parrainée par le bureau de Terrien Couture Jolicoeur. Donc, merci à eux parce que vous savez que c'est très important d'avoir des commanditaires pour pouvoir tenir ces web radios-là et aussi tenir l'information à jour sur le site de Condo Légal qui est suivi par plus de presque 35 000 personnes. Vous pouvez me corriger, Maître Jolicoeur, mais 35 000 personnes suivent, vont chercher de l'information sur Condo Légal, etc., etc. Donc, c'est une mine d'or d'informations sur la copropriété. Donc, sans plus tarder, je dirais ma première question à Maître Raymond. Maître Raymond, quand on parle, qu'on dit une petite copropriété, souvent on entend les gens dire « Ah, moi j'habite dans un petit syndicat, on est 12, on est 14, on est 8. » C'est quoi exactement, légalement, une petite copropriété? Bien, c'est-à-dire, ils n'ont pas tort de dire 12, 14, ce n'est pas des très grandes copropriétés, là, considérant des fois dans les grands espaces, les grandes villes, on voit des tours de 100, 200, parfois 300, 400 unités. Mais en termes légaux, le Code civil prévoit l'article 1091, 5 fractions et moins. Donc, c'est plus facile de penser à un duplex, triplex, quadruplex. Essentiellement, ce sont les petites copropriétés qui sont déterminées par le législateur. Et lorsqu'on parle de fraction, le législateur ne parle pas seulement de l'unité en tant que telle, exemple, soit l'unité d'habitation ou l'unité commerciale, c'est l'unité et tous les droits y afférents qui y sont reliés. C'est pour ça qu'on parle de fraction. Exemple, stationnement. Donc, c'est les droits qui sont reliés à l'unité en question. Merci. Donc, c'est 5 fractions et moins à retenir. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de 5 fractions et moins, et là, je lance ma question aux gens qui sont avec moi, est-ce que c'est plus problématique ou c'est plus facile parce qu'on n'est pas beaucoup de monde? Donc, la vie en copropriété, ben, c'est sûr que ça peut être moins compliqué si on est 3. Est-ce que les petites copropriétés doivent être régies comme n'importe quel autre syndicat de copropriété? Qu'est-ce que c'est les particularités qui sont d'une petite copropriété, donc 2 à 4, parce qu'avec un, on n'est pas un syndicat, et puis on dit que c'est en moins de 5, fait que c'est 2 à 4 personnes. Si vous me permettez, la question de la petite copropriété, elle se définit, comme d'ailleurs le suit avec justesse, Maître Raymond, sur un nombre de fractions. Mais il faut également, avant de parler juste du juridique, comprendre c'est quoi notre copropriété québécoise parce que il faut savoir que la côté québécoise, c'est loin d'être juste des grandes tours. En fait, on a essentiellement des petits bâtiments en copropriété. Et tel que vous l'avez soulevé, on constitue une copropriété dès qu'on a 2 fractions, c'est-à-dire 2 parties privatives avec lesquelles on a une quote-part et on crée une copropriété. Donc, quand on regarde les petites copropriétés, puis qu'on voit souvent là, sur le marché, c'est les jumelés. On en a beaucoup dans les banlieues de la couronne nord, de la couronne sud, ou des promoteurs immobiliers pour des questions de zonage, Mme Couture. Parce qu'il faut vraiment savoir pourquoi on fait de la petite copropriété. On a décidé, sur une base passablement artificielle,
de publier une déclaration de copropriété sur un bâtiment jumelé. En fait, bien souvent, ces immeubles-là ont en commun qu'une petite bande de terrain en façade du bâtiment qui est la partie commune. Alors, il faut comprendre que, puis on reviendra à la question du régime juridique des copropriétés de moins de 5 fractions, il faut comprendre que le sentiment d'être copropriétaire dans ces immeubles-là est totalement inexistant parce que chacun déneige son côté, toute la structure du bâtiment, là, du nadir aux zénith, comme on dit en droit, c'est-à-dire de la fondation de la boule de feu jusqu'au ciel, tout le bâtiment est privatif. Alors, donc, les gens, lorsqu'ils changent des fenêtres, ils changent leurs fenêtres. Ils ne sont pas dans une dynamique comme on les connaît dans les plus gros syndicats où les fenêtres sont des parties communes. Donc, ça fait partie également de la petite copropriété où on est en cadastre qu'on appelle horizontal. C'est-à-dire qu'on n'a pas des lots l'un par-dessus l'autre, où là, on demande à des gens d'être copropriétaires. Mais là, ce n'est pas une mince affaire. Parce que leur dire, mais copropriétaire de quoi? Oui. D'une bande de gazon. Notre fonds de croyance, on l'établit sur le nombre de rouleaux de gazon qu'on va changer au courant des années. On nous demande de faire un carnet d'entretien, mais c'est parce qu'on est chez nous. Non? Pourquoi j'irais faire un carnet d'entretien pour mon voisin? On me demande de faire une étude de fonds de croyance, parce que la loi s'en vient là-dessus sur des obligations. Mais pourquoi on ferait une étude de fonds de croyance? Je répète, on n'a qu'une bande de gazon en avant. Alors, la copropriété, au Québec, juridiquement parlant, on ne l'a pas façonné en fonction des réalités terrain. On a créé parfois des copropriétés qui sont à la limite, quant à moi, au point de vue juridique, de ce que c'est une copropriété. Bon, cela étant dit, ces gens-là sont quand même assujettis à une déclaration de copropriété. Ces gens-là sont quand même assujettis à un conseil d'administration. Ces gens-là sont assujettis à une assemblée de copropriétaires. Alors, il faut comprendre que Maurice, qui est d'abord du côté gauche, puis Janine du côté droite, ils ne sont pas du tout dans l'esprit de bâtir un fonds de croyance, de faire des conseils d'administration. Bon, alors, dans ces immeubles-là, puis après ça, je donnerai la parole à Maître Raymond parce qu'on a chacun nos expériences de terrain vécues là-dessus. Dans ces immeubles-là, vogue la galère où on ne fait rien. En fait, généralement, dans ces copropriétés-là, on est dans des copropriétés qu'on appellerait dysfonctionnelles. D'ailleurs, on en a parlé, Mme Couture, des copropriétés dysfonctionnelles puis des mises en tutelle de copropriété. On est dans des copropriétés totalement dysfonctionnelles. Bon. Alors, là, les gens vont dire, mais ils ont l'air heureux, ces gens-là. Mais pourquoi M. Carl, vous nous faites du droit ce soir? C'est parce que la journée où ils viennent pour vendre, c'est là que le Titanic frappe son iceberg. C'est là que le Titanic frappe son iceberg parce que les notaires qui vont transiger le titre, ils vont demander une copie de la police d'assurance. Souvent, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Hein. Chacun assure son bar et tout va bien. Et tout va bien. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'un notaire qui est consciencieux de qualité va bloquer le titre parce que le régime d'assurance ne fonctionne pas. Le syndicat, il doit assurer autant les parties communes que les parties privées. Donc, là, il va y avoir une réalité là, dure sur le terrain. Moi, je l'ai vu avec les courtiers immobiliers, où des fois, je reçois des appels en disant, mais j'ai le cas, on vient de faire une transaction, mais ils ne sont pas assurés. Le notaire nous demande des procès-verbaux du conseil d'administration de Saint-Gaudin, parce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces copropriétaires? On va recoller les pièces des morceaux qui ne se sont jamais collés finalement, puis on va remettre en place. C'est sûr que ça prend une certaine rigueur, mais ce n'est pas dramatique. Hein? Deux unités, de se créer des modèles de procès-verbaux du conseil. On fait juste remplir les mêmes choses d'année en année. On fait juste, dans le fond, formaliser la réalité juridique de ces petites copropriétés. Le seul endroit, évidemment, où ça devient plus compliqué, c'est l'assurance. Parce qu'ils vont devoir obtenir une couverture d'assurance pour faire la transaction. Ils vont devoir avoir une police d'assurance syndicale. Oui, mais les gens vont dire, mais j'en ai déjà une police d'assurance. On est en train d'assurer en double. J'assure ma maison. Est-ce qu'on doit assurer en double? On leur dit, oui, parce que c'est le syndicat qui a l'intérêt assurable. Le syndicat va assurer l'entièreté du bâtiment, partie privative, partie commune, à l'exception des
des améliorations. Donc, ils vont devoir chercher une couverture d'assurance syndicat de copropriétaires pour permettre à ce que la transaction se matérialise. Mais Maître Jolicoeur, c'est très impressionnant ce que vous dites parce que dans un premier temps, on est deux. On a chacun de notre côté de maison. On a un petit bout de terrain en commun. Et là, toute la grosse mécanique de respect des lois de la copropriété se met en place. Et pour être dans le domaine puis de vivre ça tous les jours, de gérer la copropriété, on a des grosses bâtisses puis les gens ont peine à comprendre c'est quoi la vie en copropriété, comment ça fonctionne et tout. Puis là, on vient dire à deux personnes qui ont acheté semi-détachées ensemble qu'il y a une copropriété qui vont devoir faire exactement un carnet d'entretien, des choses comme ça, parce que vous savez que les professionnels dans le domaine, premièrement, ils ne sont sûrement pas convoités, ils ne sont sûrement pas exposés à faire des petites études comme ça. Tout ça fait que c'est une grosse machine qu'on a mis pour rien, en fait. Oui, puis non. Puis j'adore pour rien parce que je vais plaider que ce n'est pas pour rien. Après ça, on pourra plaider que c'est pour rien. Bon, je vais me faire quelques minutes, puis peut-être que Maître Raymond... Oui, je l'ai vu réagir à mon pour rien. On va vous prendre, Mme Couture, comme juge, puis Maître Raymond va plaider la thèse opposée à la mienne. Alors, on va plaider ce soir. Alors, moi, je vais vous plaider la nécessité de mettre ça en copropriété. Pourquoi? Dans un premier temps, au-delà du volet que la transaction va être bloquée, il faut savoir qu'en assurance, si on n'a pas d'assurance syndicat et que votre voisin brûle et que votre voisin n'a pas eu la réflexion de prendre une assurance pour son côté, bien là, vous vous ramassez avec une demi-carcasse calcinée et non reconstruite parce que vous êtes incapable de forcer le voisin à s'assurer. Vous êtes incapable. Il n'y a pas de moyen, là. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas de moyen pour le faire. Donc, le risque, à un moment donné, c'est d'avoir un bâtiment qui est calciné et où la valeur marchande de votre propre unité tombe à zéro. Et ça sent le bois carbonisé. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais vous savez, quand les gens sont responsables, ils vont s'assurer comme ça. Oui, mais si le bâtiment brûle au complet, si le bâtiment est rasé par le feu, puis je peux vous dire que des bâtiments rasés par le feu, Mme Couture, j'en ai, j'agis comme pétiteur. Si le bâtiment est rasé par le feu, bien, il faut savoir que s'il n'y a pas d'assurance syndicat de propriétaire et qu'il y a un créancier hypothécaire qui est sur le titre, le créancier hypothécaire de mon voisin peut revendiquer l'indemnité d'assurance sans que ça soit reconstruit. Donc, on n'a pas la certitude, si le créancier lève la main, de pouvoir avoir des fonds pour reconstruire. Donc, déjà là, c'est un gros problème. Moi, j'ai bien beau avoir la preuve de mon voisin qui a une assurance, ça ne veut pas dire que son créancier va accepter qu'on reconstruise. On va me dire, généralement, c'est le cas, mais ça ne veut pas dire, et ça ne veut d'autant pas dire qu'ils vont le faire, surtout si la couverture d'assurance de votre voisin a été négociée un peu serrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la juste valeur pour reconstruire. Ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, il est le suivant. C'est que votre voisin, il n'a pas pris d'assurance pour sa maison, puis il y en a encore moins pour son assurance responsabilité. Donc, il n'y a pas d'assurance. Ça se voit, là, des gens qui ont payé leur maison, puis qui se disent, ben, pourquoi moi j'irais prendre une assurance? Ça, c'est déjà fait. Bien, il faut comprendre que si vous passez au feu, de votre côté, Mme Couture passe au feu, bien, votre assureur va être subrogé dans vos droits, va poursuivre le voisin pour avoir le montant qu'il a dû payer pour reconstruire votre bout de maison. En d'autres mots, votre voisin risque d'être mis à la rue. Donc, le risque de ne pas mettre ça en copropriété, il est là. Bon. Imaginons par contre qu'ils ont eu la vigilance d'assurer ça convenablement par la loi. Et que votre voisin n'est pas très, très fier de sa personne et de ce qu'il a comme bâtiment, puis que dans le fond, une toiture en bardeau de cèdre un peu frisée, il trouve ça pittoresque, il trouve ça sympathique. Et que l'eau s'infiltre dans le bâtiment, bien, c'est l'assurance du syndicat qui va payer pour le dégât d'eau dû au fait que votre voisin n'a pas
procéder aux travaux. Donc, la question peut-être du carnet d'entretien est pertinente, même sur la partie privative, pour s'assurer qu'on va entretenir le bâtiment pour ne pas faire en sorte que ça devienne un fardeau trop élevé pour l'assureur d'assurer ça. Alors là, évidemment, j'ai plaidé du côté de celui qui est la rigueur, mais je sens que Maître Raymond, qui lui a un petit côté plus aventureux, peut-être il a un argumentaire qui va nous... On écoute Maître Raymond. Ben, je ne suis pas en désaccord avec la position de Maître Jolicoeur, effectivement, mais de la façon que moi, je pense qu'il faut à tout le moins tenter une analyse, c'est de... Puis je répète votre question là, pour être bien certain d'être précis dans ma réponse. Et vous disiez, dans le fond, Madame Couture, oui, mais est-ce que le carcan est trop lourd en réalité pour des tout petites copropriétés ou appelons ça des petites copropriétés? Oui. Là, tu sais? Oui. Est-ce que le carcan du Code civil n'est-il pas trop lourd pour les copropriétés? Moi, j'analyserais ça en fractionnant la question. Effectivement, pour la question des assurances, etc., on ne peut pas être en désaccord avec le fait que l'immeuble doit être assuré convenablement et y compris également la responsabilité là, qui en découle. Parce que si Hermine à côté, c'est elle qui met le feu avec sa friteuse, ben j'imagine qu'elle va aimer ça, avoir une couverture. Sauf que, analysons par contre dans d'autres sphères de la copropriété, ne serait-ce que peut-être la lourdeur de procéder à des réunions du conseil d'administration formelles avec un procès-verbal, parce que la loi dit que les procès-verbaux doivent être transmis aux copropriétaires. Vous savez, souvent dans les petites copropriétés que je me plais à appeler, là, les copropriétaires sont à la fois administrateurs, sont tous en même temps. C'est un gros gâteau qui est mélangé. Là. Alors, tout le monde porte le même chapeau à des degrés différents. Alors là, lorsque la chicane prend dans certaines copropriétés, laissez-moi vous dire que c'est pas très beau à voir parce que il est difficile de déterminer quel est le véritable intérêt supérieur du syndicat, là. Oui. Plutôt que l'orgueil de l'un d'un copropriétaire plutôt qui a été touché, là. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être, mais le Code civil ne la fait pas, cette distinction-là. Le Code civil ne dit pas, voici, il y a un régime simplifié pour les petites copropriétés. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a qu'un seul régime général applicable. Évidemment, c'est pas interdit d'utiliser sa tête là, quand on applique les règles. Sauf qu'on doit quand même respecter les règles. Lorsqu'on est, par exemple, je pense à un triplex ou un quadruplex, les problèmes de conflit d'intérêts se soulèvent allègrement. Lorsque des troubles de voisinage, etc., l'administrateur n'agit sous le couvert d'un administrateur agit en réalité pour son propre bénéfice parce que c'est son orgueil qui a été touché ou c'est sa femme qui a été insultée. Même chose lorsque l'autre gare son véhicule dans un endroit qui est réservé à l'autre copropriétaire, etc. Donc, la source de chicane en petite copropriété est immense. Mais effectivement, lorsqu'on parle d'un cadastre horizontal, donc qui a une seule bande de terrain à gérer, c'est certain que faire un fonds de prévoyance sur les 3 rangées de pelouse qu'il faudra remplacer, souvent les gens sont démunis face à leurs obligations. Ils nous posent la question, oui, mais là, je fais quoi? Comment je dois procéder? Qu'est-ce que je dois faire? Voici ce qui est commun chez nous. Voici ce qui est privatif. Alors, ils ont besoin effectivement d'être guidés, mais c'est certain qu'ils ne pourront pas l'usiner sur la question de l'assurance. Là, ça, c'est un incontournable. Là. Et pour les autres éléments, c'est certain qu'on est pris, entre guillemets, à suivre les règles applicables qui seraient par ailleurs applicables à des grandes tours du centre-ville de Québec ou de Montréal. Là. Absolument. Mais c'est important ce que vous venez de dire là, et il y a des enjeux, mais il faut le dire, il y a des petites copropriétés qui doivent fonctionner depuis 20 ans, très bien fonctionner, puis tout ça. C'est, comme vous l'avez dit, Maître Raymond, quand ça commence des fois, il y a une situation problématique, c'est là que
une chicane va naître, puis un petit feu va prendre, puis après ça peut laisser des marques plus C'est parce que tard. ça paraît plus. Il y a Ben moins de oui. monde, ça paraît plus. Mais par Le exemple, problème n'est pas dilué dans la masse. c'est ça, exactement. Et je repose sur mon voisin. La question, dans le cas où une petite copropriété de 2 ou 3 personnes, mais encore plus 2. Fraction, vous voulez dire? Oui, fraction, merci de me remettre à l'ordre, absolument. Mais si je veux vendre mon unité, ben, les documents doivent être remplis par le conseil d'un administrateur de la copropriété. Et par exemple, tu sais, je veux dire, je donne un exemple. Mon voisin, ça ne marche pas bien ensemble, puis tout ça, lui, il va remplir les choses. Tu sais, c'est plein de tâches administratives qui relèvent, qui fonctionnent bien dans la copropriété régulière, mais que dans les petites copropriétés, ça devient très, très lourd parce qu'on s'en remet des fois à une relation qui n'est pas fonctionnelle, mais que la personne doit rendre des comptes pour... Peut-être qu'il va être content, il va signer le DRCOP rapidement pour que tu vendes, pour que tu t'en ailles. Des fois, ça règle les problèmes. Ça peut être ça. Mais ça pose des problèmes. Puis je vais vous reposer la question, mais je veux juste que Maître Raymond, tantôt, il y a quelqu'un qui dit on est 16 unités. Est-ce qu'on est une petite copropriété? Au sens de la loi, non. C'est ça. C'est ça. OK, on s'entend que ce n'est pas une grosse copropriété, mais au sens de la loi, on le répète, une petite copropriété, c'est 4 unités, entre 2 et 4 unités, une fraction, excusez, fraction, exactement. Donc, je me questionne aussi dans le sens qu'il y a une question qui a été posée. Quand on parle, puis ce n'est pas la réunion des assurances, mais c'est important, quand on parle de décider de ne pas reconstruire suite à un incendie, par exemple, la question, je la pose à n'importe quel d'entre vous. Est-ce que ça prend 100% des gens pour pas que ça se reconstruise, exemple? Qui va prendre la décision de ne pas reconstruire? L'assureur, le fiduciaire, le syndicat? En fait, la question qui se pose suite à un sinistre est la suivante. Ce n'est pas est-ce qu'on va reconstruire. La question qui doit se poser, est-ce qu'on va mettre fin à la copropriété? C'est la question qui doit se poser pour avoir été impliqué dans des pertes majeures, des bâtiments qui ont été rasés. C'est toujours une question que je mets à l'ordre du jour de l'Assemblée post-sinistre, je ne sais pas cette expression-là. Et il faut savoir que pour mettre fin à une copropriété, ça prend un vote à une majorité très élevée, c'est-à-dire ça prend un vote qui correspond à 90% des voix de tous les propriétaires, donc, et puis 75% non. Alors, on peut s'imaginer que dans une copropriété de 2, pour mettre fin à la copropriété suite à un sinistre, ça prend l'assentiment des 2 pratico-pratiques. On est là. Et je trouve ça intéressant comme question parce que des dossiers où j'ai vu une liquidation de copropriété, c'est dans une copropriété de 2, où suite à un sinistre, ils avaient mal assuré le bâtiment et par la force des choses, ils ont été obligés de mettre le tout sous administration judiciaire, de mettre un séquestre parce qu'ils ne s'entendaient pas. Ils étaient 2. Alors, c'est vrai que suite à un sinistre, les difficultés réelles en termes de dysfonctionnement de copropriété vont être totalement présentes. Bon, évidemment, toutes ces questions qu'on se pose, qui n'ont pas forcément totalement des réponses, on n'a pas inventé au Québec. Là, la problématique, elle est aussi vraie à Boston qu'elle est vraie à Paris. Toutefois, en France, ils ont passé une législation pour les petites copropriétés de 2, justement pour alléger le processus. Parce qu'en France, c'est encore bien plus lourd que ça puisse l'être. Mais il reste quand même une chose, c'est que ce régime de copropriété, à 2, il n'est pas juste mauvais. Tu sais, si les gens faisaient le minimum des choses à faire, ça fonctionnerait. C'est que les gens ne sont pas stimulés. D'ailleurs, la RGCQ, on offre évidemment de l'accompagnement pour les petites copropriétés. Il y a des ressources terrain, qui ne sont pas des ressources forcément d'avocats, qui peuvent aider. On a des conseillers au niveau du RGCQ qui peuvent aider les gens pour justement établir un modèle de procès-verbaux, du conseil d'administration, de l'Assemblée des copropriétaires, de faire le minimum. Ça ne tuera pas personne de faire le minimum pour que ces copropriétés-là soient bien entretenues. La seule chose, c'est encore là le désintérêt, ou souvent l'incompréhension
des gens qui demeurent de ce que c'est le régime de la copropriété divise. Il y en a qui tombent en bas de leur chaise. Puis, vous savez, on a des histoires, des fois, qui sont malheureuses dans les mises en... On vend des maisons comme ça en rangée, souvent sur des sites Internet où ils ne sont pas du tout annoncés comme étant de la copropriété. Il faut faire bien attention si on achète dans une propriété en direct sur un site qui n'a pas de courtier immobilier, personne n'est tenu de s'assurer de la rigueur de l'information. Il faut bien vous ramasser. Vous faites une offre, vous êtes particulier, personne ne vérifie ça, vous pensez acheter un semi-détaché, puis dans le fait, c'est une copropriété. Il faut être prudent aussi comme acheteur sur ces questions-là. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Puis il y a une question justement dans le chat. Toutes les jumelées sont en copropriété, point d'interrogation. Donc, la personne nous demande ça. Ou ça doit être spécifié dans l'acte de vente ou dans l'acte de copropriété. La question est très, très bonne parce que, justement, comment on fait comme acheteur, à part que d'aller voir au registre s'il y a une déclaration qui est déposée, quand on achète un duplex, qu'on voit un jumelé, on ne sait pas s'il est en copropriété ou pas? Non, on ne le sait pas. Puis justement, c'est là que j'attire votre attention. Les courtiers immobiliers qui transigent ce produit-là sont tenus déontologiquement parlant de s'assurer de la véracité de l'information. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent être sanctionnés par le syndic de l'OASIC. Il faut faire attention sur ces choses-là. Sauf que ce que je dis ce soir, c'est que sur les sites de vente en direct, il n'y a personne qui vient confirmer de la véracité de l'information. Alors, si je reviens à la question, comment vais-je savoir? Si j'ai un courtier immobilier, c'est à lui à vous donner cette information-là. S'il n'y en a pas, il va falloir aller au registre foncier pour voir effectivement si c'est de la copropriété ou pas. C'est la seule façon d'obtenir cette information-là. Et des fois, si je peux me permettre d'en ajouter, des fois, la raison de le mettre en copropriété est fort simple, c'est que le constructeur ou le promoteur, pour des questions techniques, c'est non-respect, exemple, des marges latérales ou de recul de l'immeuble sur le positionnement du terrain, la façon de contourner le problème, c'est qu'il fait ce qu'on appelle un projet intégré, c'est qu'il va constituer en copropriété ses constructions de façon à se régulariser au niveau de la ville. Alors, c'est pas... le but visé là-dedans, c'est de permettre sa construction selon ses marges, selon ses dimensions prévues. Là, c'est pas il n'y a pas en arrière de la tête de faire un fonds de prévoyance puis de créer un village en copropriété. Là. Alors, ça aussi, c'est important. Puis ça n'apparaît pas là, quand on le voit sur la rue. On le voit pas si c'est en copropriété ou pas. Mais c'est des fois une des raisons pour lesquelles ces immeubles-là sont en copropriété. OK. Il y a une question, puis ça va être pour vous, Maître. En fait, c'est qu'on demande si un syndicat de 2 unités pourrait dissoudre le syndicat et faire recadastrer le terrain. Maître Raymond, est-ce qu'on peut faire ça? On se trouverait à mettre fin. Il faut d'abord mettre fin à la copropriété. Il faut d'abord obtenir le vote requis auquel Maître Jolicoeur référait, là, le 90 %. Et après ça, voir ce qu'ils veulent faire, mais on peut pas faire la grande opération avant avoir fait le nécessaire préalablement. Là. Donc, il faut nécessairement mettre fin à la... Mais il faudrait voir c'est quoi le but de l'opération en arrière de ça aussi, parce que des fois, il y a des aspirations théoriques, mais il y a des aspects pratiques aussi auxquels il faut tenir en considération. Quel serait le but visé? Quels seraient les coûts envisagés, quel serait l'avantage de faire ça. Alors, ce sont tous des éléments à prendre en considération, hormis simplement l'équation auquel vous référez. OK. C'est sûr qu'on demande justement, est-ce que, comme on est un syndicat de copropriété, il faut faire un rapport d'impôt annuel, il faut tenir, l'Assemblée générale. Maître Jolicoeur, merci d'avoir précisé que le RGCQ accompagne les gens dans ça parce que dans un premier temps, je l'ignorais. Pour être là-dedans 80 heures semaine, je l'ignorais. Donc, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, il y a des gens qui peuvent vous aider à vous organiser. J'imagine que ça organise la base de l'annuel d'une petite copropriété. Mais oui, effectivement, Maître Raymond, c'est qu'au bout du compte, c'est plein de petites choses qui font que ça devient quand même un peu plus coûteux que si on était 4, 6
Tu sais, des fois, on regarde des maisons arrangées à l'île des Sœurs, il y en a beaucoup de projets qui sont en copropriété. Il y en a de 3, il y en a de 5 ou de 7 et tout ça. Souvent, sont reliés par un garage. Ils ont quand même un avantage. On voit ça aussi dans les banlieues, parce qu'à Montréal, c'est un petit peu plus rare, mais il y a un garage commun. Fait que là, on trouve un peu plus l'aspect copropriété que si j'ai un jumelé dans ma face puis il se partage un bout de tourbe, là. Ben, dépendamment de la configuration des lieux ou de l'orchestration juridique, effectivement, ou les raisons pour lesquelles ça a été fait comme ça. Comme je vous disais, des fois, c'est pour se rallier aux règles municipales. S'il y a un garage en commun, ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée, effectivement, que ça l'ait été créé comme ça. Sinon, il faudra trouver une autre opération juridique de toute façon, que ce soit de l'établissement de servitude, etc. Mais il devra y avoir remaniement et des précisions juridiques. On ne pourra pas mettre fin puis dire on a un garage, puis on laisse ça comme ça, puis on y va comme on pense, là. Il faut que ce soit juridiquement organisé. Tout s'organise juridiquement, qu'on le veuille ou pas. Oui, puis surtout quand ça ne marche pas, on va les envoyer juridiquement se faire organiser. Bien, l'avantage dans les déclarations de copropriété, contrairement à simplement des actes de servitude, des fois, on voit des servitudes en spaghetti, là, tu sais. Là, on essaie de comprendre un petit peu, puis on finit par comprendre que c'est des servitudes mutuelles qui grèvent tel bout de terrain, etc., telle assiette. Mais lorsqu'il y a une déclaration de copropriété, maintenant, de plus en plus, elles sont assorties de ce qu'on appelle des clauses d'arbitrage ou des clauses de médiation. Ça, vous pouvez en parler? Comment ça fonctionne? Ben, ça, c'est que ça règle les problèmes. Ça l'invite ou ça l'incite, parce qu'une clause d'arbitrage oblige les parties à s'adresser à un arbitre au lieu des tribunaux, en lieu et place des tribunaux. Donc, ça l'incite les parties à adresser leurs problèmes à un arbitre, ce qui entraîne une réduction de délai majeur. Parce qu'au lieu d'attendre 2 ans pour être entendu devant un juge, ben, des fois, en quelques semaines ou mois, le problème peut être statué. Ou il y a également des clauses de médiation. Ce qu'il faut comprendre, ça, c'est un processus consensuel. On ne peut pas obliger son voisin à aller en médiation. On peut l'inviter fortement pour qu'il accepte, mais à la fin de la journée, c'est un processus consensuel. Puis les parties peuvent aller en médiation pour, une fois de plus, régler leurs problèmes au lieu de s'adresser aux tribunaux. Alors, ces déclarations-là ont pour effet justement de régler les problèmes plus rapidement que lorsqu'il y a simplement enchevêtrement de servitude puis qu'il faut s'adresser aux tribunaux de droit commun et ça prend les délais que ça prend, là. Et puis, quand ça ne va pas bien, justement, hein, on parle de tribunaux, tout ça, mais par exemple, les charges communes, on est 2, on est 3, il y en a un qui ne paye pas. Ça paraît. Ça fait très mal de bonne heure. Okay. C'est un des éléments majeurs des problématiques dans les petites copropriétés. Le défaut de l'un entraîne une fragilisation de la sécurité financière de la copropriété, c'est clair. Mais on l'explique pour nos auditeurs ce soir, la même mécanique se met en branle de déposer une hypothèque légale. Et là, c'est encore tellement douloureux parce que, surtout si on est 2, 3, c'est moins pire, on est peut-être 2 qui sont d'accord à faire la démarche, mais si on est 2, je dois, comme copropriétaire, déposer une hypothèque légale sur votre fraction, puis là, on ne se regarde plus, puis on passe la tondeuse, puis on espère que... Ben là, ça devient une guerre personnelle, parce que comme je vous le disais, l'un des moyens de défense, ça sera plus, je ne dois pas l'argent ou c'est... La créance n'est pas due, là, ça va devenir il n'a pas été gentil avec ma femme, là. Okay. Alors, on change de dynamique complètement. On est ailleurs, là. Oui, tout à fait, mais c'est complexe. C'est très complexe. Ben, il y en a qui ont l'art de rendre ça complexe aussi, là, des situations qui, en réalité, ne le seraient pas, malheureusement. Mais ça paraît plus, ça, c'est certain. Ça paraît plus quitte à ce que l'un avance pour éviter une déconfiture financière du syndicat, là. OK. Puis, Maître Jolicoeur, la question est pour vous. Au niveau si on est 3, puis les fractions, les codes-parts ne sont pas pareils, comment ça fonctionne si on est 3? Y a-t-il quelqu'un qui peut contrôler tout le temps toutes les décisions? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important dans les petites et les petites copropriétés.
Je vais essayer de vous partager mon écran parce que je vais vous donner un cas d'espèce sur la question de la réduction des votes parce qu'effectivement, la loi prévoit un mécanisme de réduction des votes à l'Assemblée. Alors, si tout va bien, vous devez avoir la fiche pratique là, sur suspension et réduction de droit de vote à l'Assemblée. 100%. Bon, ben excellent. On est très, très fiers de soi quand on réussit à. On est fiers de Maître Jolicoeur. Ah, on est bien content. On est super content. Bon, alors ça, c'est dans la section des fiches pratiques du syndicat des courtières. On a une méga fiche qui traite de la question. Et ici, j'explique juste ici, qu'est-ce qui se passe dans le calcul des voix dans une petite copropriété. Alors, ce que j'ai écrit ici, je pense que ça va être bon, peut-être pas une mauvaise idée de le lire. Dans les petites copropriétés comportant moins de 5 fractions, on a compris que c'est 2 à 4, les législateur voulaient éviter qu'un copropriétaire majoritaire puisse y faire l'appui et le beau temps s'il dispose d'un nombre de voix supérieur à la majorité, donc 50 plus 1. Selon le principe établi à 1091 du Code civil du Québec, le nombre de voix du copropriétaire majoritaire est ramené au total des voix des autres copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée. Il ne peut donc jamais détenir une majorité absolue des voix de la copropriété. Alors, on a fait pour la fiche pratique un exemple pour essayer de décliner à quoi ça ressemble. Alors, prenons l'exemple pour bien comprendre le calcul. Dans une copropriété comportant 4 unités, on parle de 4 fractions, là, représentant respectivement des valeurs relatives de 35, 25, 20 et 20. Évidemment, j'additionne tout ça, ça fait 100. Un copropriétaire qui détiendrait des unités valant respectivement 35 et 20 n'aurait pas un droit de vote de 55, mais un droit de vote de 45. C'est l'équivalent de la valeur relative des 2 autres unités, soit 25 et 20. Si tous les copropriétaires sont présents à l'Assemblée. Si le seul autre copropriétaire présent est celui détenant la valeur relative de 25 %, le copropriétaire détenant les 2 unités totalisant 55 % ne détiendrait que 25 %. Alors là, on appelle ça, Mme Couture, le blocage. Alors, advenant un désaccord entre le copropriétaire majoritaire et les autres copropriétaires, il y aura un impasse. Et les copropriétaires devront faire un compromis en se prenant, si requis, des mécanismes de médiation et d'arbitrage prévus à leur déclaration de copropriété. Et advenant qu'il n'y ait pas de telle disposition à la déclaration de copropriété, ceux-ci pourront requérir l'intervention du tribunal pour dénouer l'impasse. Alors, on voit très bien ici l'importance des déclarations de copropriété qui sont bien structurées dans les petites copropriétés pour qu'on ait justement des clauses pour évacuer les différends, la médiation et l'arbitrage, parce qu'autrement, ça devient extrêmement pénible et coûteux de gérer un différend. Et puis des fois, les différends, on ne les comprend pas, c'est souvent émotif. Moi, pour avoir vécu il y a de nombreuses années dans les cantons de l'Est, écoutez, c'est une copropriété qui était merveilleuse, un jumelé en face d'un lac, quand même. On était à campagne. Et la cour à est séparée par une haie de cèdre pour pas que les voisins se voient. Et là, la chicane a pris notamment sur l'angle de la coupe du gazon. Parce que quand tu coupais le gazon le samedi matin, et sur la taille des cèdres, et sur le fait que le voisin regardait son autre voisin se baigner dans le lac le matin. Alors là, tout ça étant mis ensemble, on s'est ramassé au tribunal. Je me souviens du juge qui était un juge très sympathique du district de Saint-François, qui leur avait même offert d'aller couper leur gazon le samedi matin si ça pouvait aider à faire avancer le dossier. Alors, c'est pas fait à tout le monde d'être copropriétaire. Et lorsqu'on n'est pas fait pour ça, on n'achète pas ce genre de produit-là parce qu'il reste quand même que même si on a peu de parties privatives, de parties communes ensemble, ben, il y a des règles de savoir-vivre aussi qui doivent s'exprimer parce qu'en quelque part, on n'est quand même pas pour avoir un toit pour se chicaner. Bon. Malheureusement, on chicane, puis nous autres, les avocats, j'en dis toujours, moi, je me considère comme un régulateur des chicanes. C'est mieux qu'ils viennent nous voir, qu'ils prennent un bâton de baseball pour se taper sur la tête. Parce que ça arrive, sur la tendue en copropriété, où les gens, des fois, ne consultent pas puis ils vont au coup. Oui. C'est peut-être mieux d'essayer de gérer, dans le fond, cette émotivité-là, mais il reste quand même qu'il faut savoir c'est quoi le sens du partage,
c'est quoi, dans le fond, d'avoir des valeurs qui nous permettent à un moment donné de trouver des solutions. Tout à fait. Mais vous arrivez avec un point, de toute façon, c'est sûr que c'est beaucoup plus, comment je dirais, c'est plus économique de consulter quand ça ne va pas bien rapidement que d'attendre que la situation devienne comme une boule de feu. Ça, c'est très important. Et il y a une personne qui dit que c'est vrai qu'on parle que c'est difficile, la gestion est lourde pour les petites copropriétés parce que le roulement de bénévoles est quand même limité. Puis, c'est ce que je disais dans l'entrée de jeu tantôt avec nous quatre ensemble quand on se préparait pour s'en aller sur le live, on a peine des fois à trouver des administrateurs. Premièrement, qui ont des connaissances un petit peu, qui ont le goût de s'impliquer, qui ont certaines capacités à donner du temps ou des choses comme ça. Imaginez-vous quand on est une petite copropriété, pour reprendre le terme de Maître Raymond, si on est 3, bien, c'est sûr qu'on est impliqué. Là. C'est sûr qu'on est administrateur, puis on ne peut pas s'en sortir là, parce qu'on ne peut pas fonctionner avec un administrateur. Là-dessus, il y a toutes sortes de modèles dans les déclarations de copropriété. On voit bien souvent dans les petites déclarations de copropriété une clause dans le règlement d'immeuble qui prévoit qu'il y aura 3 administrateurs et que chaque fraction désigne son administrateur. Donc, en d'autres mots, on se ramasse avec 3 administrateurs qui vont vraisemblablement composer l'Assemblée des copropriétaires. Pas que des fois, il y a peut-être monsieur, madame, l'Assemblée peut-être un peu plus nombreuse, mais l'objectif de ce type de clause-là, c'est qu'on implique les copropriétaires dans la gestion de leur copropriété. Parce que, imaginons qu'on est dans un bâtiment à verticalité 3 niveaux. Oui, on en a beaucoup à Montréal. On en a beaucoup à Montréal. Bon, bien souvent, la cour arrière est une partie commune usage restreint du copropriétaire du premier niveau, puis celui d'en haut, ben, il y a un escalier en métal puis qui descend, puis qui fait bien du bruit, puis qui réveille le voisin. Ben, écoutez, si vous demeurez à Montréal, dans ce type de bâtiment-là, et que vous avez 0 sens de tolérance, achetez ailleurs, parce qu'immanquablement, ces bâtiments-là qui ont été construits dans les années 30-40, où l'insonorisation n'est pas à niveau, ils vont voir être capables, à un moment donné, de discuter délicatement de ces questions-là au conseil d'administration où vous êtes 3 pour essayer de trouver des solutions, des fois, à des situations où on dit « Ouais, mais là, quand tu descends l'escalier, tu arrives dans ma cour. » « Oui, mais ce n'est pas ma cour, c'est moi qui en ai l'usage exclusif. Mais par où je vais passer mes vidanges? » Il y a plein de petits différends qui nécessitent à un moment donné d'avoir une certaine forme d'humilité et de capacité à amener à des zones de compromis. Et le compromis, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à 2 aussi. Parce qu'on en voit, moi, des gens qui sont très généreux et qui se font abuser. Parce que le voisin, il ne fout rien, il abuse, etc. Alors, il faut juste essayer de ramener le sens du partage. Et qu'est-ce que c'est la copropriété? C'est un patrimoine collectif. En quelque part, on partage quelque chose. Puis, il faut être capable d'accepter qu'on ait ce sentiment du partage. Sinon, le régime de la copropriété divise, les gens vont être malheureux là-dedans. Là. C'est bien sûr. Et souvent, c'est une escalade, si je peux me permettre. Oui. Des fois, moi, je fais également, Maître Jolicoeur est médiateur également, moi aussi, et on est aussi arbitre, mais il m'est arrivé dans certains cas de médiation de m'apercevoir, lorsqu'on pose quelques questions quant à la problématique que les gens vivent présentement, que le problème, ça découle de plus que ça. Là. C'est v'là 1 an, il est arrivé telle chose. Il a pris ma place quand j'avais déneigé l'endroit. Je ne l'ai pas apprécié, puis il m'a traité de ci puis ça. C'est resté, la personne là, on travaille la gorge, mais là, c'est rendu que là, présentement, c'est l'escalier. Vous savez, des fois, c'est un escalade de choses ou d'éléments qui font en sorte qu'à un moment donné, à 2-3 ans plus tard, ben là, la chicane éclate sur des points qui, lorsqu'on regarde en surface, on pense que c'est essentiellement juste ça le problème, mais que la cause est plus profonde que ça. Alors, des fois, il y a un aspect psychologique.
On déborde du juridique, là, mais il y a un aspect psychologique parce que dans les petites copropriétés, c'est des voisins, il y a la proximité des lieux, il y a les gens se côtoient, ils se voient plus souvent, ils se croisent plus dans la cour, etc. Alors, c'est un élément à prendre en considération quand on a analysé un problème. C'est parfait. J'ai une question. Il y a une personne qui dit « Vive l'indivision ». Donc, j'aimerais ça vous entendre sur la copropriété indivise et divise par rapport à les petites copropriétés. On veut des noms. Mais parlez-nous-en donc parce que je pense que ce n'est pas toujours clair, Maître Raymond, pour les gens qui nous écoutent. La plupart des petites copropriétés sont parties comment? Puis qu'est-ce que ça amène une indivise? C'est quoi un peu les enjeux? Parce que c'est quand même assez sérieux. Pour le savoir, je sais que c'est sérieux pour trouver un assureur. Il y en a de plus en plus d'assureurs qui ne veulent pas assurer les syndicats comme ça. C'est-à-dire, une indivision, c'est une forme de détention de propriété qui n'est pas la même chose que le divis. C'est une autre section du Code civil, bien qu'elle soit à côté, là, c'est la section précédente, mais ce n'est pas du divis. C'est un pourcentage que la personne détient sur l'entièreté de l'immeuble. Exemple, prenons un duplex une unité au rez-de-chaussée et une unité au deuxième. On a quelqu'un qui habite le rez-de-chaussée, quelqu'un qui habite le deuxième. Celui du rez-de-chaussée, il n'est pas à 100% propriétaire de son rez-de-chaussée. De la même manière, celui qui habite au deuxième étage n'est pas à 100% propriétaire de son deuxième étage. Chacun est propriétaire à 100% de l'entièreté de l'immeuble. Chacun est propriétaire à concurrence de son 50%, exemple, à deux, de l'entièreté de l'immeuble avec un usage spécifique de telle portion de cet immeuble-là. Et souvent, ce qu'on va retrouver en indivision, il va y avoir une convention d'indivision qui va régir les droits des parties dans l'immeuble et qui souvent va prévoir effectivement l'élaboration d'un fonds de prévoyance, un peu comme à la sauce copropriété, mais fondamentalement, ça demeure de l'indivision avec les règles qui y sont propres. Donc, ce ne sont pas les règles propres du Code civil applicables à la copropriété divise qui vont s'appliquer. Ça va être la convention d'indivision et les règles de l'indivision qu'on y retrouve. Là. Souvent, on voit ça dans des projets de conversion. Souvent, la personne va acheter un immeuble, va le convertir, va le mettre en copropriété indivise pour ensuite, en vue de le convertir en copropriété divise. Mais plus les copropriétés sont petites, est-ce qu'ils sont plus en indivise? C'est-tu une statistique? J'ai pas de statistiques. J'ai déjà vu des immenses copropriétés en indivision. Là, j'en ai une d'ailleurs en tête là, qui a 119 unités qui est en indivision. Puis je vous dirais que c'est un gros paquebot qu'on doit mener à terme parce que là, on n'est pas selon les règles précises de la copropriété divise, on est dans les règles de l'indivision avec la convention d'indivision qu'on doit appliquer. Il y a certains grands immeubles à Montréal qui sont en indivision. On a surtout en Couture des immeubles qui sont en indivision parce qu'il n'y a pas moyen de les rendre en divis, dans la copropriété divise. Dans un premier temps, ça, je mettrais Raymond de le soulever, le Code civil prévoit des dispositions sur l'encadrement de la copropriété indivise, mais c'est un régime de droit qui est passablement imparfait. Là. Il n'y a pas de disposition particulière sur les fonds de prévoyance, sur les carnets d'entretien. Le code n'a pas été du tout développé correctement, contrairement à l'Ontario là-dessus. Et puis, on se ramasse, dans le fond, à asseoir toute la structure juridique sur la convention d'indivision. C'est là que ça se passe. Et il y en a d'excellentes, puis il y en a des pas très, très bonnes. Il y a également aussi une limitation à votre capacité d'emprunter. Donc, les prêts ne sont pas assurés à SCHL. Il y a beaucoup d'éléments qui ne militent pas dans le régime de la copropriété indivise parce qu'effectivement, c'est plus difficile à vendre, c'est plus difficile à obtenir du crédit pour ce genre de propriété. Et puis la mise en œuvre des droits collectifs est pas mal plus complexe aussi avec cette notion de gérant de copropriété.
Tout à fait. On a une question, bien ça, c'est clair qu'il y a une dame qui dit on est obligé de faire des rapports d'impôts. Bien, tout syndicat de copropriété doit faire un rapport d'impôt puisqu'il y a un numéro au registraire, il est enregistré au registraire des entreprises. Donc, oui, qu'on soit petite ou grande, on est obligé de le faire. Et je me permets le commentaire, je n'ai jamais vu de syndicat faire des grands profits. Puis, ça ne va pas s'améliorer en date. Là. Si les gens ont peur de faire un gain capital, là, je n'en ai jamais vu. C'est ça. En tout cas, ça n'a pas passé dans la cour. On a aussi, on dit, ça c'est une autre histoire, pour être gestionnaire de copropriété, quelqu'un dit on a de la misère à trouver des gestionnaires pour des 3, des 2, des 4, des 5, des 6. Jusqu'à 10, 15, c'est difficile parce que c'est sûr que ça devient un coût énorme puisque les gestionnaires, c'est la mécanique de base reste la même pour un petit ou un 20 unités ou un 3. La mécanique de la conciliation, de tout ça, c'est la même chose. Fait que oui, c'est difficile. Et on parle de tutelle dans les commentaires et tout ça. Bien, je crois, puis vous pouvez me le dire, vous qui êtes là, que j'imagine que c'est beaucoup de ces syndicats-là qui vont tomber, pas beaucoup, mais je veux dire, il y a plus de petits qui vont tomber en tutelle que de plus grands. À moins que vous me contredisiez, là. Est-ce que c'est une peine qui est plus répandue dans les petits que dans les grands? Les nouvelles dispositions du Code qui ont été introduites pour mettre en tutelle l'administration provisoire des syndicats, effectivement, les petits syndicats vont voir ces dossiers-là se présenter quand la copropriété devient tellement dysfonctionnelle qu'elle n'est pas redressable. Parce parlons de redressement de copropriété dysfonctionnelle. Dans une grosse, on a toujours la même problématique, c'est de trouver des administrateurs, parce que c'est toujours les mêmes, ils deviennent fatigués. Mais dans les petites copropriétés, c'est rare qu'on ait une bonne structure de fonctionnement parce que les gens déménagent, il n'y a pas d'historique de la gestion de la copropriété. Et puis malheureusement, quand vous êtes l'administrateur unique de la copropriété dans une 3, vous êtes un peu comme le préfet de discipline. Ouais. Quand tu vas voir ton voisin pour lui dire « Écoute, les sacs de vidange, là, tu ne peux pas les mettre là. » C'est bien rare que l'autre copropriétaire dise « Hey, merci, c'est-tu le fun que tu me dis que tu n'as pas le droit de faire ça. » Au mieux, la personne ne dit rien, mais dans son subconscient, attends que j'ai mon retour. Maudit fatigant. Puis quand je vais être capable de te mettre un bâton entre les jambes pour te faire tomber, je vais me souvenir de ce moment-là. Alors, la difficulté, c'est une problématique d'éducation. Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est de copropriétaire, ne comprennent pas leurs responsabilités. Puis deuxièmement, c'est le poids qui est tellement lourd pour des administrateurs de petites copropriétés que les gens se découragent aussi. Puis comme vous l'avez souligné avec justice, c'est qu'il n'y a pas de gestionnaire pour les petites copropriétés. Il y a un projet intéressant qui a été fait à Paris il y a plusieurs années. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Ils appelaient ça à Paris la gestion des îlots. Alors, dans certains arrondissements, ils regroupaient plusieurs petites copropriétés dans une gestion, entre guillemets, communale. On réussit à trouver un syndic. Puis parce qu'on leur arrivait avec, je ne sais pas, une dizaine de petites copropriétés, le syndic prenait. Ils ont des syndics bénévoles aussi en France. Donc, il y a réellement eu des mouvements en France pour adresser cette question des petites copropriétés où il y a un déficit de savoir, il y a un essoufflement des gens. Il ne faut pas se le dire, la population étant vieillissante, à un moment donné, les gens sont fatigués. Donc, c'est un peu tout ça là, qui est sur la table. Ouais. OK. Dernière question avant que je vous demande le mot de la fin sur les petites copropriétés. Dans un premier temps, il y a quelqu'un qui dit « Nous, on fonctionne juste à 2. Puis, on est 2 signataires au compte. Puis, le troisième, il ne s'en mêle pas, tout ça. » Bon, on sait toujours qu'on est supposé fonctionner selon la déclaration de copropriété. Mais à ce moment-là, être illégal, mais fonctionnel,
Est-ce que c'est mieux que d'être pas fonctionnel puis légal? Comment qu'on voit la question? On dit oui, c'est correct. Ben, on ne peut pas cautionner si les gens agissent illégalement. On ne peut pas dire oui, vous faites bien. Là. L'idée, c'est de s'assurer que minimalement les règles de base sont rencontrées pour que la copropriété puisse fonctionner. C'est la façon que je dirais. S'ils ont trouvé leur truc, c'est certain qu'on ne peut pas agir dans l'illégalité. On ne peut pas aller commencer à braquer une banque pour le motif que notre syndicat a besoin d'argent. Mais sinon, si les règles sont minimalement respectées et que leur copropriété fonctionne, tant mieux. L'important là-dedans, c'est non seulement est-il important de respecter la loi, mais aussi, il ne faut jamais oublier en cas de revente d'une unité. Oui. Là, ça fonctionne peut-être, mais on ne peut pas commencer comme ça au pitch là, de dire, ben voici, nous autres, on ne respecte pas la loi, mais ça marche. Ça va bien. Alors, je ne suis pas certain que ce serait très sexy comme mise en vente ou comme stratégie de mise en vente. Et j'imagine que le courtier ne serait pas très à l'aise non plus de procéder de cette façon-là. Vous savez, les problèmes, des fois, apparaissent lorsque quelqu'un vend ou achète. Là, un nouveau arrive, et que ça allait bien pendant 10 ans. Exactement. Alors, moi, je pense que le minimum des règles doivent être respectées pour que non seulement l'administration actuelle puisse fonctionner, mais également qu'il n'y ait pas une perte en termes de valeur de revente ou un problème carrément de possibilité de vente. Absolument, absolument. On parle aussi, juste je voulais vous laisser le mot de la fin, quelqu'un qui me demande des questions sur les rapports d'impôt, si on n'en a jamais fait, qu'est-ce qui arrive? Ben, il faut commencer à les faire. C'est la prison automatique habituellement, là, mais j'imagine que le Revenu Canada, il laisse des chances, là, mais il faut les faire. C'est ça, il faut commencer à les faire dès qu'on s'en aperçoit qu'on devait les faire et qu'on ne les a pas faites. Mot de la fin, Maître Jolicoeur, je vous laisse-tu le mot de la fin? Le mot de la fin, oui, on est aujourd'hui le 2 mars 2022. Ça se peut que cette émission-là soit réécoutée le 2 mars 2023-25, qui sait. Alors, on vit actuellement un drame humain important. D'ailleurs, j'ai mis ce soir la couleur de l'Ukraine. Le peuple ukrainien est actuellement bombardé. Et qu'est-ce que je veux dire ce soir, c'est que des fois, on se dit « Ah, c'est fatigant, des règles de droit. » On est des privilégiés dans notre société d'avoir accès à la justice, d'avoir un régime de droit. Pensons ce soir à des gens qui ce soir n'ont plus de régime de droit, c'est le régime de la brutalité et des bombes. Et on tue des jeunes enfants. Les enfants meurent actuellement en Ukraine parce qu'on a un dictateur qui s'appelle Poutine qui présentement est en train de tuer. Alors, je veux vraiment avoir une pensée particulière pour le peuple ukrainien ce soir et de se dire, nous autres comme Québécois, malgré notre COVID, malgré nos malheurs, malgré tout ce qu'on peut se dire, nous sommes des gens privilégiés sur cette planète. Puis j'ai réellement une pensée particulière pour le peuple ukrainien ce soir. C'est ce que je voulais signaler, Valérie, avant de quitter. Tellement bien. Merci beaucoup. Donc, il est 19h59. Ça met fin à notre émission ce soir. Je remercie encore Maître Deveau c'est-à-dire Maître Raymond et Renaud de Deveau Avocats. Merci pour votre présence. C'était super le fun. Maître Jolicoeur, toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Suivez-nous. Les prochaines web radios, dans 2 semaines, on reçoit Maître Yves Papineau pour le lancement de son livre, accompagné de Philippe Gagnon-Marin, qui vont nous présenter leur nouveau livre sur la copropriété. Et 2 semaines plus tard, donc à la fin du mois de mars, on sera avec des gens pour l'acoustique en copropriété. Donc, n'oubliez pas de nous suivre et merci encore à Terrien Couture Jolicoeur pour la commandite de ce soir. Merci à tous, bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée, merci à tous et toutes.